Nous sommes de retour et comme promis, voici le journal de l'écho. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Journal de l'écho que vous nous présentez, Karina Chabot, bonjour. Bonjour Vincent. François Hollande vient donc d'arriver en Chine ce matin. C'était une visite officielle de 2 jours et une visite essentiellement dominée par les enjeux économiques. Oui, une soixantaine de chefs d'entreprise l'accompagnent. Le but, c'est véritablement de renforcer la présence française en Chine, profiter de la croissance chinoise et de cette classe moyenne émergente. Et il y a du travail, puisque si la France fait mieux que l'Italie ou le Royaume-Uni, sa part de marché plafonne à 1,27%, là où celle des Allemands se consolide au-delà des 5%. Alors Paris va devoir aussi s'attaquer à son déficit commercial très important avec la Chine, plus de 26 milliards d'euros. C'est 40% du déficit commercial français et c'est le double du déficit allemand. Donc on voit, il y a du travail. Est-ce que ça veut dire que durant cette visite, il faut s'attendre à une moisson de contrats? Alors il y a des grands contrats qui sont en attente. On pense à Areva et ce projet d'usine de retraitement de déchets nucléaires. Airbus qui voudrait vendre des A320 mais aussi d'autres longs courriers. Et puis Renault qui espère enfin pouvoir ouvrir sa première usine dans le pays avec un partenaire local. Mais il n'y a pas que les entreprises du CAC 40 qui attendent beaucoup de cette visite. La France veut miser sur les moyennes entreprises qui font précisément la force de l'Allemagne. Alors il y a dans les secteurs de pointe, bien évidemment, mais aussi dans les cosmétiques ou dans l'agroalimentaire. On pense notamment au secteur de la charcuterie qui souhaiterait profiter de cette visite pour faire aussi bien que le vin, puisque en plusieurs années, la Chine est devenue le 3e client de la France. Elle est partie de rien. L'année dernière, elle a importé pour 800 millions d'euros de vin français. Ce sont donc des succès, mais au-delà de ces succès, comment sont véritablement perçues les entreprises françaises en Chine? La réponse de notre correspondant à Pékin, Joris Zilberman. Cette image des entreprises françaises évolue, est encore assez mélangée. Alors, encore beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises sont perçues comme très arrogantes. Elles viennent ici imposer des méthodes aux Chinois sans s'adapter et pour faire des bénéfices très rapidement. Mais c'est en train de changer, à l'image de grands groupes comme Hermès ou PSA, qui après pas mal d'échecs dans le passé, surtout PSA, s'adaptent maintenant beaucoup mieux au goût des consommateurs chinois et font beaucoup plus confiance aux designers locaux. Les Français sont perçus comme très bons dans le luxe. C'est leur carte à jouer ici. Par contre, ce qui change difficilement, c'est le manque de solidarité entre les grands groupes français et les PME qui viennent souvent encore en Chine en solo à leur risque et péril, au contraire des Allemands qui avancent, comme on dit, en meute ou en escadre et qui proposent tout simplement des outils industriels pour répondre aux besoins du marché chinois en jouant davantage profil bas. On quitte la Chine à présent, Karina, pour retourner en Europe, où François Hollande va peut-être désormais avoir un soutien de poids dans son combat pour atténuer l'austérité. Oui, Enrico Letta a été chargé de former un gouvernement en Italie, 3e économie de la zone euro. On sait que c'est un des hommes forts du centre-gauche et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un partisan de la rigueur. Il l'a d'ailleurs affirmé, il faut changer le cap des politiques européennes. Alors faut-il y voir la fin des réformes en Italie? Pas si sûr. Regardez l'analyse de cet économiste. Je pense que ce sera difficile pour lui au niveau européen, car Bruxelles et Berlin vont continuer à vouloir imposer des réformes importantes en Italie. Il y a déjà eu des progrès sous l'administration Monti, mais cette impasse politique qui dure depuis 2 mois, où rien n'a bougé, a coûté cher à l'Italie en termes de croissance. Une réalité qui sera probablement reflétée dans les chiffres des finances publiques italiennes, qui seront publiés plus tard dans l'année. Donc pour les chantiers d'Enrico Letta. Un point sur les marchés à présent, Karina. Alors globalement, les places asiatiques évoluent en hausse, à l'exception de la place de Shanghai qui est repassée dans le rouge très légèrement. La place de Hong Kong, elle, gagne plus de 1%. Et puis, bonne nouvelle du côté de la Corée du Sud. Sa croissance au premier trimestre a atteint son meilleur niveau depuis 2 ans, 0,9%. Du coup, la bourse de Séoul gagne 0,37%. Et puis hier, la clôture à Wall Street s'est faite sur une note indécise partagée entre les bons résultats de Boeing et ceux plus mauvais de Procter et Gamble. Et d'ailleurs, en bref et en images, ces résultats de Procter et Gamble ont déçu les investisseurs. Le groupe américain de produits de grande consommation a enregistré des ventes en hausse de 2%, en deçà des prévisions
Son action a lâché 6% à Wall Street. Rien ne va plus non plus pour Zynga. Ces jeux en ligne ont encore perdu des joueurs au premier trimestre. Résultat, son chiffre d'affaires recule de 18% à un peu plus de 263 millions de dollars. Et son action plonge en bourse, moins 10% après la clôture de Wall Street. Enfin, Boeing encaisse le choc 787. L'avionneur affiche des bénéfices en hausse de 20% à plus d'1 milliard de dollars au premier trimestre. L'arrêt des livraisons du Dreamliner a été compensé par l'augmentation de celle des 737 et 777. Boeing entend reprendre la commercialisation du Dreamliner dès le mois prochain et table sur des résultats en hausse pour cette année. En France, Karina, les chiffres du chômage seront publiés ce soir et on pourrait bien atteindre un nouveau record. Ceci dit, certains secteurs ne semblent pas connaître la crise. Oui, des secteurs comme l'aéronautique qui continuent malgré tout à embaucher à tour de bras. Certaines entreprises ont même du mal à recruter. Regardez le reportage au sein d'Airbus de nos confrères de l'AFP. Qu'est-ce qui se passe là ? Il est trop serré en haut. Il est trop serré, il y a quelque chose qui ne va pas. Sabrina est en train de fabriquer la partie basse d'une cabine d'A320. Un apprentissage en conditions réelles dans les locaux de l'AFPA, le centre de formation pour adultes, pour devenir intégrateur cabine. À 23 ans, elle a décidé de se réorienter après une période de chômage et de petits contrats. J'ai toujours trouvé des petites missions, mais je cherchais absolument à avoir un CDI et être posée pour avoir des projets plus tard. Et j'arrivais pas à trouver ça, donc j'arrivais pas à trouver un idéal professionnel. La commande record de 234 A320 décrochée en mars dernier par Airbus est une véritable aubaine pour les demandeurs d'emploi de la région toulousaine. Ils sont 50 à suivre une formation créée sur mesure pour répondre aux besoins des industriels. On va faire des cadences de 11 avions par mois, il va falloir les construire, il va falloir aussi mettre la cabine dedans. Donc les sous-traitants et Airbus ont besoin de monde. Parmi les partenaires historiques d'Airbus, l'équipementier Lateco Air, qui dans son usine toulousaine fabrique principalement des portes, des tronçons et certaines pièces détachées. Sur ses 1100 salariés en France, 70 sont en apprentissage. Depuis quelques années déjà, la société parie sur la formation. On prend des gens qui viennent de secteurs très différents, mais qui par soit une petite affinité avec la mécanique, soit par des habiletés, dénotent un potentiel certain. Autrement dit, même si le secteur de l'aéronautique représente 10 à 12 000 embauches par an, tous les demandeurs d'emploi n'y trouveront pas leur place. Les industriels misent sur des personnes plutôt jeunes et issues de métiers déjà manuels. Prochain challenge pour Lateco Air, féminiser son personnel. Une formation au métier d'ajusteur-monteur réservée aux femmes est prochainement prévue. Enfin, Karine, on termine avec une question. Combien serez-vous prêt à payer pour prendre un café avec le patron d'Apple ? Une question à plusieurs milliers de dollars, mise aux enchères. En fait, elle fait partie d'une campagne de soutien pour des associations de défense des droits de l'homme. Les enchères sont actuellement fixées, vous le voyez, à 160 000 $. Alors, à ce prix, vous pouvez passer 1 heure avec Tim Cook au siège californien d'Apple. Verdict à la mi-mai, donc si vous êtes intéressé, vous avez encore du temps. Maintenant, si vous n'êtes pas fan du successeur de Steve Jobs, eh bien vous pouvez vous rabattre sur un déjeuner avec Francis Ford Coppola et c'est moins cher. Les enchères sont actuellement autour de 4 000 $. 4 000 $ tout de même. J'espère qu'à ce prix-là, c'est lui qui paye l'addition. C'est facile. Merci Karina Chabour. Il est bientôt 7h57 à Paris. Dans 3 minutes, prochain journal. Nouvelle demi-heure d'information en compagnie d'Hélène Drouet. Merci encore pour ce journal de l'écho. On salue notre sponsor. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Allez, le prochain journal, cette fois-ci, dans 3 minutes. Restez avec nous.